Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, ce matin, je voulais vous parler un peu de maître Linji Qixuan, Linji, qui était un esprit libre et extrêmement spontané. Donc, la période de grandeur du bouddhisme Chan, c'est le bouddhisme chinois en Chine, se situe environ entre le septième siècle. Ça a commencé avec l'enseignement du sixième patriarche, appelé Enno Huineng, entre le 7e siècle et le 12e siècle en Chine. Il a vu fleurir 5 écoles qui ne sont pas tellement différentes les unes des autres. Des fois, c'est un peu des questions qui nous échappent d'ailleurs. De ces 5 écoles de l'époque du Chan ne survivront que 2 écoles. L'une qui en Chine s'appelait donc l'école Caodong, qui est devenue le Zen Soto, et l'école Linchi. Donc Linchi a donné son nom à toute une école qui deviendra l'école au Japon du Zen Rinzai. Et dans cette lignée, nous trouvons ce qu'on appelle des patriarches, c'est-à-dire des successeurs dans le Zen chinois, après Enno, les patriarches Nangaku, Baso, Yakujo, Obaku et Linchi. Voilà la lignée dans laquelle s'inscrit Linchi. La date de sa naissance reste inconnue à cette époque-là. Il y a des chroniques, la transmission de la lampe, mais ça a été écrit quand même centaines d'années au minimum plus tard. Donc la date de la naissance de Linchi est inconnue, mais il est mort environ dans sa 50e année. Ce qu'au jour d'aujourd'hui, il fait assez jeune, à l'époque, je ne sais pas trop. C'était autour de 866 et 867. Donc, c'est intéressant, c'est déjà que Linchi a survécu, lui, à l'an 845. En l'an 845, en Chine, il y a eu une immense purge pendant laquelle des milliers de temples et de monastères ont été détruits par l'empereur de l'époque. Et Linchi, malgré sa vie relativement courte, on peut dire, et bien qu'il fût alors vécu assez isolé, eut un nombre de successeurs impressionnant. Il eut 21 successeurs dans sa lignée. Et donc Linchi vécut environ 400 ans avant le début du Zen au Japon, c'est-à-dire avant Dogen, qui est le fondateur du Zen Soto au Japon, 13e siècle, 14e siècle, c'est-à-dire avant que l'enseignement de Linchi est un enseignement qui se situe avant que le zen ne soit influencé par la culture japonaise et par les règles et les pratiques des grands temples du Zen Soto qui ont été édictés par la suite et qui perdurent encore aujourd'hui. C'est en ce sens que l'enseignement du Chan est différent, puisqu'il n'a pas subi l'influence japonaise qui a été déterminante dans les grands monastères. Alors pourquoi en parler de Linchi qui est tellement ancien? Quel intérêt peut-il y avoir dans son enseignement, qui n'appartient en plus pas à notre lignée Soto, puisqu'il a fondé la lignée Rinzai? Bon, alors, bien, voilà. Donc, le principal, c'est que dans son enseignement, Linchi encourage ses disciples, on dit disciples, on dit aussi élèves, on dit ce que vous voulez, à avoir une foi, une confiance inébranlable dans leur esprit spontané, dit leur esprit de Bouddha, et d'agir ainsi sans hésitation. Vous savez tous que sur l'instant, lorsque nous sommes confrontés à un phénomène, nous avons une réaction immédiate, et par la suite, souvent, on va réfléchir. Souvent, la vérité intérieure surgit lors de notre réaction immédiate et non pas lors de notre réflexion par la suite. Parce que si au moment d'agir, nous nous identifions avec nos pensées, c'est-à-dire également nos hésitations, tous les phénomènes intérieurs qui peuplent notre esprit, nos propres conceptions,
on est souvent pris dans la confusion. Alors, avec un esprit libre de toute illusion, notre esprit spontané, notre contact avec les phénomènes, c'est-à-dire avec tous les événements auxquels nous sommes confrontés, toutes les choses qui font partie de notre vie, que nous rencontrons dans notre vie, ce contact est direct. Rien ne vient obscurcir à ce moment-là notre rapport immédiat entre notre esprit et l'expérience. Là, c'est d'avoir un esprit, confiance dans son esprit spontané et réagir avec un esprit libre et spontané. C'est peut-être l'essentiel, la racine de l'enseignement de Linchi. Alors, il en parle dans ses dialogues. Et il dit les choses suivantes. Lorsque les étudiants d'aujourd'hui, donc les étudiants du 9e siècle, mais ça peut toujours être valable encore à notre époque, lorsque les étudiants d'aujourd'hui ne réussissent pas à progresser, d'où vient leur échec? Également qu'on ne progresse pas sur la voie, mais quand même, il y a une progression. Bon. Leur échec vient du fait qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous serez constamment préoccupé par quoi? Avec l'intention d'abord d'essayer de contrôler votre environnement. Vous serez dirigé et embrouillé par tout ce qui se passe autour de vous sans pouvoir agir librement. Bon, ça c'est clair. Nietzsche est en faveur que l'on puisse agir librement. Mais si vous pouviez arrêter cet esprit qui court, voilà, sans cesser de chercher quelque chose, alors vous ne seriez pas différent des Bouddhas et des patriarches. Vous voulez connaître les Bouddhas et les patriarches, ils ne sont pas quelqu'un d'autre. Voilà, pour tout le monde, comprenez bien ça. Patriarches, les Bouddhas ne sont pas quelqu'un d'autre. Ils ne sont que vous-même qui vous trouvez en face de moi en train d'écouter cet enseignement sur le Dharma. Donc ne cherchez rien à l'extérieur de vous-même. La plus pure lumière d'un instant de votre esprit est le corps-esprit de Bouddha à l'intérieur de vous. Qui était également un peu pratique. Donc, vous voyez cet enseignement qui a perduré pendant tout l'enseignement du Chan et du Zen, c'est de dire ne cherchez rien à l'extérieur de vous-même. Tout est dans votre esprit, et votre esprit lui-même, libre et spontané, est ce qu'on appelle l'esprit de Bouddha. Bon, donc, c'est rassurant parce que cela nous dit que rien ne nous manque originellement. Nous pouvons entrer de tout cœur dans les phénomènes, dans toutes nos activités, être à ce moment entièrement en unité avec toutes les situations que vous rencontrez. C'est-à-dire sans séparation entre vous-même et ce qui se passe. Et c'est ça qu'on appelle vivre une vie éveillée. Vous savez que Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Hein? Bouddha, c'est un titre, c'est pas son nom. Il s'appelait Gautama Shakyamuni. Après son expérience de l'éveil, il s'appelait Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Tout le monde peut s'éveiller, pas seulement le Bouddha historique. C'est ce qu'on appelle vivre une vie éveillée. Si c'est le zen de chaque jour, le zen vivant, qui n'a rien à voir avec le zen mort, figé une fois pour toutes dans des règles immuables, des livres ou bien des marionnettes. Donc, Linchi, c'est un adepte du zen vivant, c'est-à-dire de la vie. J'ai dit, pratiquant de la voie, vous avez entendu dire partout qu'il existe une voie à pratiquer, un dharma pour s'illuminer.
C'est là qu'on rentre un petit peu du côté iconoclaste de Linchi. Le dharma, lorsqu'il a une majuscule, c'est à la fois l'enseignement transmis par Bouddha et à la fois la totalité universelle de tous les phénomènes et de tout ce qui se passe. Pouvez-vous me dire à quel type de dharma faut-il s'illuminer? Quelle voie y a-t-il à pratiquer? Méfiez-vous des mots. Il s'agit d'un zen vivant. Dans toutes vos activités actuelles, que vous manque-t-il? Y a-t-il quoi que ce soit qu'il faille corriger dans la pratique? L'esprit ordinaire de chaque jour est la voie. L'esprit libre et spontané de chaque jour. Bon, mais le problème, c'est que souvent nous prenons nos pensées comme la preuve que nous sommes vivants. On connaît bien ça dans le monde occidental avec Descartes, je pense donc je suis. Donc on prend nos pensées comme la preuve qu'on est vivant, la preuve que nous existons. Et bien sûr, nous tous, nous désirons exister. Tant que nous ne réalisons pas comment notre esprit fonctionne, nous serons pris dans le monde illusoire de nos créations mentales. Et celles-ci vont nous apparaître comme notre réalité. Donc, il s'agit aussi de comprendre comment son esprit fonctionne. Ça, c'est un chapitre différent, assez compliqué, qui a à voir avec un grand enseignement un peu différent dans le zen. Donc, il s'agit de pratiquer aussi bien en zazen que dans la vie de tous les jours, une attention éveillée à notre esprit, c'est-à-dire non seulement une attention sur ce que nous faisons, mais une attention à notre esprit et une attention aussi au monde qui nous entoure. Ne pas laisser notre esprit divaguer dans des pensées irréelles, qui sont les pensées du moi, mais revenir à la réalité que nous vivons chaque instant. C'est facile à dire, mais revenir à la réalité que l'on vit chaque instant est un très, très grand exercice à faire. On croit toujours qu'on est en prise sur la réalité, alors que souvent nous sommes en prise sur ce que nous pensons et non pas la réalité. Alors, à cette époque-là aussi, il faut dire que le zen de Linchi a été en réaction contre une époque du zen Gaodong, donc du zen Soto, contre une catégorie de moines qui avaient surtout tendance à s'endormir en zazen et ne faisaient plus grand-chose. Donc lui a désiré, à cette époque-là, réveiller un peu tout le monde. Alors il leur dit, c'est là qu'il est un peu marrant, quoi. Vous pouvez observer des jeunes et observer les préceptes. Vous portez une assiette d'huile sans en renverser une seule goutte, c'est-à-dire avoir énorme, très très grande attention. Mais si votre œil du dharma n'est pas grand ouvert, tout ce que vous faites ne fait qu'augmenter une grande dette. Un jour, vous devrez payer pour toute la nourriture que vous avez gaspillée. Bon, alors, il continue, en ce qui concerne ceux qui s'isolent sur un pic solitaire, c'était encore aussi l'époque des ermites, hein, ne mangent qu'un repas par jour, s'asseyant en méditation pour de longues périodes sans se coucher, ceux-ci ne font que créer du karma. Il est mieux d'être simple, direct, et ne pas tout mélanger. Linchi n'a jamais eu peur de ce qu'il disait. Donc, Linchi encourage ses disciples surtout à ne pas manquer de confiance en eux-mêmes. Ça, c'est essentiel. Hein. Sinon, ils ne seront pas capables d'affronter les changements dans leur vie. Ils seront ballottés par leur environnement. C'est assez évident. Pas confiance en vous, ben vous êtes ballottés par toutes les choses qui vous arrivent. Et donc, pour cela, il les exhorte à ne pas accepter les vues fausses des autres, ni d'avoir des vues ou des opinions conceptuelles. Pas tout traiter conceptuellement avec son esprit. Et là, il a sorti une phrase qui est tout à fait rigolote, c'est-à-dire, il a dit, ne gobez pas
des œufs pondus par une autre poule. Parce que c'est gober un œuf, c'est pas le cuire dans la poêle, c'est faire un trou en haut, un trou en bas, et hop, gober l'œuf directement, sans voir ce qu'il y a dans la coquille. Donc, ne gobez pas des œufs pondus par une autre poule. Et aussi, il leur a dit, n'imitez pas, ne pas imiter. C'est une tendance qui est toujours là depuis. Lynch était connu pour répondre des fois à des questions par un grand cri. Voilà, ça faisait partie de ses méthodes. Alors, quelqu'un lui posait une question et poussait un grand cri. C'était juste simplement pour faire sursauter la personne, pour qu'elle arrête de penser à toutes des réponses très compliquées. Et lorsqu'il fut pour lui le temps de mourir, il s'assit bien droit et dit, « Après ma disparition, mon trésor de l'œil du pur Dharma ne peut pas être détruit. » Un de ses disciples, qui s'appelait Sancheng, a dit, « Comment pourrions-nous oser détruire le trésor de l'œil du pur Dharma de notre maître ?» Alors Rinchi lui répondit, « Dans le futur, si quelqu'un demande quel fut mon enseignement, que lui diras-tu » Sancheng, qui se croyait malin, à ce moment-là, poussait un grand cri, comme le faisait Rinchi. Et Rinchi lui a dit, « Qui aurait pu penser que mon trésor de l'œil du pur Dharma serait détruit par ce crétin aveugle ?» Et donc, ayant prononcé ces mots, Linchi mourut assis tout droit. Donc, n'imitez pas, toute imitation dans le zen n'est qu'une bière inventée. Elle n'a plus la fraîcheur d'une bière directement sortie du tonneau. Donc, il dit, si vous voulez agir, alors agissez. N'hésitez pas. Il y a des gens qui hésitent toujours. Comme quand vous allez au restaurant, vous amènent la carte, et en principe, toc, vous allez me prendre ça. Non, mais il y a des gens que ça prend un quart d'heure jusqu'à ce qu'ils sachent exactement ce qu'ils vont manger. Ah, bon. Si vous voulez agir, alors agissez. De toute façon, il affirme également qu'aucun phénomène, aucun dharma n'est réel. Quand dharma est écrit avec une minuscule, dharma, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui les phénomènes de l'âme. Les dharma, les phénomènes. Aucun dharma n'est réel. Aucun dharma n'est réel. Ce sont que des mirages créés par les conditions, sont un jeu de phénomènes qui ne possèdent aucune nature intrinsèque. Quand vous voyez un mirage, vous pensez que c'est la réalité, mais il n'existe pas. Voilà. Zen, tous les phénomènes sont comme des mirages, n'ont pas d'existence réelle propre. Dans ce cas, nous n'avons pas à haïr quoi que ce soit, nous pouvons agir librement. Tout est des phénomènes. Agir librement, mais toujours en gardant une haute éthique et de la sagesse. Le pur esprit de Bouddha est notre esprit naturel, authentique et spontané. Ne cherchez pas un esprit de Bouddha spécial. Les gens adorent essayer de trouver quelque chose de spécial. Pensez que Bouddha, c'est quelqu'un d'autre, qui a vécu un truc hyper spécial, et ils doivent courir après. Bon. Votre esprit, naturel, authentique et spontané, est le pur esprit de Bouddha. C'est la raison pour laquelle Linchi parlait de l'homme véritable sans rang, ce qui pour lui voulait dire qu'il a créé aucune forme de lui-même, permanente et fixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, créer une forme de soi-même? C'est dire, je suis le président directeur général de cette société. Bon, voilà. Bien sûr, les écriteaux dans les universités allemandes, vous voyez, Herr Doktor, Professor. Ou bien, je suis un ancien disciple, je suis un maître, je suis ce que vous voulez, quoi. Il y a beaucoup d'argent, je dirige des sociétés. Je suis très intelligent. Voilà, c'est toutes des formes que l'on va créer de soi-même.
Après, quand on fait ça, on s'y habitue, on croit que c'est la vérité et que c'est permanent. Alors que tout ceci n'est qu'une vulgaire construction de notre esprit. Et donc, si vous ne faites pas ça, vous êtes intrinsèquement libre de toutes les qualités de base des phénomènes matériels et mentaux. Vous êtes libre. Celui qui est assis sur ce quartier de viande rouge est libre de la permanence, voilà, de la souffrance et de toutes les chimères de son esprit. La nature véritable est intrinsèquement libre, maintenant et à jamais. C'est-à-dire que rien ne nous enchaîne, sauf que nous créons nous-mêmes dans notre esprit. Bon, mais par quel moyen, en fait, Nietzsche a essayé d'enseigner cela à ses disciples? C'est bien joli de le dire, encore faut-il le pratiquer. Pour le pratiquer, il faut l'enseigner. Alors, il est connu parce qu'il a utilisé des méthodes qui surprennent dans l'instant et surtout qui ne leur donnaient pas le temps de réfléchir, mais les choquent dans une forme d'éveil immédiat, comme il sursaute, auquel il ne peut pas se soustraire en réfléchissant. Donc, il utilisa des méthodes non conventionnelles telles que des cris. Bon, ça se pratique plus aujourd'hui. Hein. Leur taper dessus, ça se pratique plus non plus. Des paradoxes, oui, faut pratiquer des paradoxes, des koans impossibles à résoudre par la réflexion. Hein. Ouais. Tout ça pour les réveiller. C'était également l'expression, mais c'était aussi son expression immédiate de sa façon de faire, de son éveil. Ça lui sortait de cette façon, de façon naturelle. Pour lui, tout ce qui n'est pas immédiat, spontané, est loin de se rapprocher de l'éveil. Mais conditionné, alors on rentre dans tout ce qui est conditionné par notre karma, notre vie passée, les conditions de notre vie, et tout cela n'a pas d'existence propre puisque c'est un effet des conditions de notre vie. Ce qui est spontané, c'est plus existentiel, plus réel. Donc, il utilise des expédients pour trancher chez ses élèves le fait qu'ils tournent en rond dans leurs recherches et leurs concepts. Si vous voulez tourner en rond dans le zen, il n'y a rien de plus facile. Vous pouvez réfléchir à des tas de choses, mais ça mène généralement pas à grand-chose. Et par exemple, il leur criait « attrapez-le vivant ». Il leur a jamais dit ce qu'il fallait attraper. Attrapez-le vivant. Voilà, c'est zen vivant. Et un maître actuel, malheureusement décédé, Étienne Moku-José Schler, racontait à ce propos un exemple similaire qui va vous faire comprendre qu'est-ce que c'est en fait cet instant. Alors il disait, on vous apprend à pêcher. Alors vous mettez un appât sur l'hameçon. Alors vous lancez le tout dans la rivière ou dans la mer et vous patientez. Parce que la pêche, c'est la patience. Vous patientez. Et tout à coup, toc, ça mord. C'est cet instant dont parle Nietzsche. Si vous aviez été à la pêche, à l'océan, et que vous prenez un gros poisson de roche, le moment où ça fait tac, je peux vous dire que ça vous coupe d'un coup. L'instant immédiat où le poisson mord à l'hameçon. Pour lui, l'éveil, il est dans cet instant. Il se distingue donc de l'école Kaodong, de l'école Soto, qui est ancrée sur la méditation, au profit d'une attention de chaque instant favorisant ce contact immédiat, sans interférence, avec la réalité, un éveil instantané, ou alors la réalité va se révéler d'un coup elle-même, parce qu'il n'y a pas d'obstruction mentale de votre part. Elle a disparu.
Et donc, pour lui, un tel mode d'être consiste à ne pas passer son existence et ses journées en vain comme un rêveur. Donc, il s'agit nullement de dénigrer une école par rapport à l'autre, hein, l'école Cao-Dong de l'assise silencieuse ou l'école de l'éveil immédiat. On appelle ça dans le Zen Rinzai Kensho. Peut-être que vous avez entendu ce terme. Aujourd'hui en Occident, la plupart des pratiquants n'ont pas la possibilité de pratiquer Zazen pendant de longues sessions chaque jour. On ne vit pas comme on vivait dans un monastère au 9e, 10, 11e, 12, 13e siècle. Mais on passe le plus de temps dans des activités quotidiennes auxquelles on doit faire face. Donc, on a le travail, la famille, les responsabilités, enfin, tout ce qui fait les petites choses et les grandes choses de notre vie quotidienne. Donc, le temps que l'on passe en zazen, nous tous, n'est vraisemblablement pas suffisant pour que la pratique de zazen agisse naturellement en nous. Il faudrait pratiquer tous les jours régulièrement. Mais bon, beaucoup de gens pratiquent zazen, je veux dire une fois de temps en temps, et donc ça ne suffit pas pour que naturellement tout ce processus grandisse en nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons utiliser notre vie quotidienne pour nous rapprocher de la réalisation de cet éveil. C'est-à-dire vivre avec attention chaque instant. Vivre avec attention, c'est facile, mais chaque instant, pas la même chose. Coller à la réalité de ce que nous vivons et non pas au concept que nous créons. Et donc nous libérer de croire que notre moi, vous savez ce que c'est que le moi, tout le monde en a un, moi, je, que notre moi est une entité réelle, alors qu'elle n'est qu'une construction de notre esprit, au gré des conditions que nous vivons. Voilà, comprenez bien ça une fois pour toutes, c'est que le moi n'existe pas en lui-même, le moi n'est qu'une simple construction de votre esprit. Très important de comprendre ça. Et donc tout ça, c'est une transformation qui demande également une grande pratique, hein, comme la pratique de Zazen et toutes ces pratiques d'attention et de réalité dans la vie quotidienne. Donc, en fait, nous devons nous y atteler parce qu'il n'y a pas d'autre monde. Nous n'avons pas d'autre monde que le monde dans lequel nous vivons. Il ne s'agit pas de s'en échapper, mais d'y vivre pleinement et simplement. Et Linchi dit à ce propos, si vous êtes délivré de ce monde ou ailleurs, pouvez-vous aller? C'est dans ce monde qu'existe notre liberté. C'est dans ce monde que nous devons réaliser notre liberté. Et c'est lorsque nous réalisons en fait que nous sommes actuellement libres, c'est-à-dire au-delà de l'enchaînement de nos désirs, notre ignorance, on devient à ce moment-là comme la liberté elle-même. Le concept de liberté disparaît. Et au profit de quoi? D'une évidence sans parole. Comme je le vois, dit Linchi, il n'y a réellement pas tellement de problèmes. Alors, une telle simplicité dans le Chan réside simplement dans la liberté et une façon de vivre évidente. Toute forme de doute ou de quête, matérielle, mentale ou spirituelle, sont à la fin abandonnées. Le sage devient un être tout à fait ordinaire et se dilue dans la masse humaine. Il va au marché comme tout le monde. À ce propos, il dit, pratiquant de la voie, au moment où vous pratiquez Zazen, vous êtes pratiquant de la voie, il n'y a aucun Bouddha à obtenir. Et les trois véhicules, c'est le bouddhisme ancien, originel, que les gens du Mahayana appellent le bouddhisme Hinayana, le petit véhicule, qui est un terme méprisant qu'il faut
jamais utilisé. Le bouddhisme Mahayana et le bouddhisme ésotérique Vajrayana. Donc les trois véhicules, l'enseignement de l'éveil parfait immédiat, l'enseignement de l'éveil parfait immédiat, ne sont de simples médecines pour soigner les maladies du moment. Aucun n'a de véritable réalité. Même s'ils en avaient, ils seraient tous de simples simulacres, des pancartes proclamant des choses superficielles, tellement de mots alignés, de déclarations de cette sorte. Bon, vous voyez qu'il ne va pas de main morte, hein, parce que ce qui l'intéresse, c'est justement cet éveil immédiat. Pratiquant de la voix, même si vous comprenez une centaine de sutras et de traités, vous n'êtes pas aussi bien qu'un simple moine qui ne fait rien. Encore comprendre ce que ça veut dire qui ne fait rien. Ne lambinez pas au cours de vos journées, c'est-à-dire vivre de façon éveillée, sans chercher quoi que ce soit de spécial. Tant que Linchi enseigna un zen vivant, un zen frais, libre, originel et sans imitation, fut l'un des plus grands, des plus importants patriarches du Chan. Son enseignement fut de pousser ses disciples à être véritablement eux-mêmes, adultes, clairvoyants et compassionnés. Car tout maître zen devrait avoir à cœur d'aider chacun à devenir maître de lui-même, à le dépasser en compréhension, en pratique, en discernement et en sagesse. Ça, je pense que c'est le but d'un maître zen, c'est que ses disciples, ses élèves, les gens qui pratiquent avec lui, le dépassent en liberté, en discernement, en sagesse. Et non pas de s'attacher aux disciples. Le maître Étienne Mokusho Zessler a dit, s'il vous plaît, passez devant, devenez maître, enseignez. Bon, bien sûr, pas pour votre propre image à vos yeux ou à ceux des autres, mais pour le bien de tous. Donc, progressez dans la voie. Comprenez-vous vous-même, comprenez votre esprit. Pratiquez tout ceci pour le bien de tous, pour l'éveil des générations futures, pour contribuer à transformer notre société malade et l'ouvrir à une vision bienveillante de chacun. Je vous remercie.